Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. C'est la première de Cœur de patrimoine, la nouvelle émission hebdomadaire de Radio Patrimoine. On va donc se retrouver chaque semaine pendant grosso modo une petite heure pour aborder ensemble tous les sujets qui touchent à la gestion de patrimoine. Cœur de patrimoine sera l'émission généraliste de Radio Patrimoine, celle où vous pourrez toucher du doigt le plus de facettes possible afin de mieux identifier vos placements et tout comprendre pour mieux appréhender votre épargne. C'est parti pour Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et dans le monde immobilier, en ce moment, beaucoup parlent de financement, mais il y a également la rénovation qui est au cœur de toutes les préoccupations avec toute une kyrielle de lettres, notamment A, B, C, D, E, F, G. Enfin, je vais m'arrêter là. Ce sont les lettres qui déterminent en grande partie la valeur patrimoniale de votre bien immobilier. Et si votre appartement ou votre maison est une passoire, en plus des lettres, Stéphane, tout est aussi une question de calendrier. Stéphane Descartiers, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Vous êtes le dirigeant de SD Conseil et Formation. Alors pourquoi est-ce que, en plus des questions alphabétiques que j'évoquais, il faut aussi parler de calendrier ? Parce que le calendrier, effectivement, avance. On avance à grands pas sur le calendrier. Alors, d'abord, en introduction sur ce calendrier, deux choses. Déjà, on est les seuls en Europe à porter les choses à l'extrême, c'est-à-dire à pousser vers une interdiction de location pour les passoires thermiques. On ne fait pas les choses à moitié. On ne fait pas les choses à moitié. Comme souvent, l'Europe impose des choses et nous, on veut en faire plus. Donc, c'est le cas, puisqu'on est le seul pays en Europe qui interdit effectivement les locations. Ce qui est demandé en Europe, c'est l'information pour les bailleurs, pour les propriétaires. Mais donc, en France, on va plus loin. On interdit effectivement les locations avec le calendrier qu'on connaît. Donc, ce qu'on a vu, c'est que déjà, depuis 2022, comme vous le savez, les loyers des F et des G sont gelés. Depuis 2023, les G- sont interdits de location. Déjà, ceux qui consomment plus de 450 kWh par mètre carré par an. Enfin, je vous passe les détails. Donc, dans quelques mois, maintenant, dans 8 mois, donc, vont être interdits également tous les autres G. Et donc là, on parle de 600 000 logements. Donc c'est ça, on n'est pas à la marge. Ouais, c'est énorme. Je veux dire, c'est près de 60 000 logements rien qu'à Paris. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de l'histoire. Donc c'est énorme. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le calendrier, tout le monde le sait, est intenable. Il n'est pas tenable. C'est pas comme si on manquait de logements en France. On assiste, on le sait, on le voit tous les jours, à une pénurie du parc locatif sans précédent. Donc, est-ce qu'on pourra sortir, notamment dans quelques mois, 600 000 logements du parc ? Bien sûr que non. Donc, voilà. Donc, les calendriers ne seront pas tenus. C'est une évidence. Et alors, donc, s'il fallait un premier signe, peut-être, sur le fait que les calendriers ne seront pas tenus, c'est le fait que, vous avez vu qu'il y a le nouveau DPE. Oui, c'est ça. Il y a un nouveau DPE qui vient de sortir, qui est encore pour l'instant un petit peu balbutiant, parce que notamment le site de l'ADEME où on peut faire son nouveau DPE, il a des bugs, ça marche pas. Moi, j'ai essayé 2 fois, ça ne marchait pas. Mais enfin, on imagine que ça va marcher un jour. Mais donc, ça va être, en tout cas, officiel. Pour l'instant, c'est à titre informatif et ça va être officiel, effectivement, à partir du mois de juillet. Donc là où on aura la nouvelle validité de ce nouveau DPE qui, surtout dans les grandes lignes, va arrêter de stigmatiser et d'exclure particulièrement les petites surfaces. Alors pourquoi est-ce que les petites surfaces, dites-vous, étaient à ce point maltraitées ? Alors on s'est rendu compte que, il y avait plusieurs aspects. Alors il y a des aspects un peu délirants, comme par exemple un ballon d'eau chaude. Si vous avez un ballon d'eau chaude sur un studio de 60-80 litres, sa consommation faisait que vous étiez pénalisé, alors que en 80 litres sur un 100 mètres carrés, ça passait crème, mais sur une petite surface, ça passait pas. La difficulté également d'isolation pour des petites surfaces. Enfin, il y avait un ensemble de facteurs qui faisaient que les petites surfaces étaient spécialement pénalisées. C'est quasiment la totalité des chambres de bonne, notamment à Paris. Ouais. On connaît bien. Dans les grandes villes, ouais. Voilà, dans les grandes villes, et notamment tous les immeubles haussmanniens, dernier étage avec toit zinc. Bon, c'est impossible à sortir de sa catégorie de passoire thermique, en tout cas par rapport à l'ancien DPE.
Donc, on espère, en tout cas, on prend le chemin vers le fait de moins sortir Donc ça veut de dire que petites les surfaces. petites surfaces, elles vont, entre guillemets, redevenir louables? Voilà, alors il est question de 100 000, 150 000, on ne sait pas exactement combien, qui étaient donc voués à une sortie du parc locatif et qui vont finalement être au moins peut-être en F. Donc encore un sursis jusque le F, c'est 2028. On dirait 2028, on y sera Ça vite. vient vite, ouais, mais bon. Voilà, mais bon, C'est déjà ça. Il y aura d'autres échéances d'ici là, donc les choses pourront changer. Bon, on a vu qu'il y avait déjà eu en plus plein de changements. On met 2 milliards, on enlève 1 milliard pour ma prime rénov. Vous avez vu que il fallait faire un chantier avec multi-actions, puis finalement non, ils sont revenus en arrière. Donc ça change tous les jours, de toute façon. Donc c'est pour ça qu'il faut rester quand même un petit peu hyper mobile, hyper attentif à ce qui se passe. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que jusqu'au mois de juillet, il y a peut-être des opportunités quand même à saisir pour les acheteurs, parce on sera quand même de toute façon un petit peu dans le flou jusqu'au mois de juillet, c'est-à-dire au moment où ça sera effectivement gravé dans le marbre. Donc d'ici le mois de juillet, il y a peut-être des opportunités pour des investisseurs un peu aguerris qui ne vont pas être spécialement effrayés par ce phénomène, notamment de passoires, et qui vont pouvoir se positionner, parce que pour l'instant, le F et G, c'est à la casse. Ouais. Quand même, les gens ils y vont quand même très difficilement vers ce type d'investissement. Et surtout aussi, Stéphane, ce nouveau DPE, il peut être une occasion pour les proprios, pour se dire, tiens, je vais essayer de faire oublier mon ancien DPE et me précipiter sur le nouveau. Voilà, tout à fait. Alors ça, c'est vrai que tant que ce sera pas officiel, peut-être que, en tout cas, ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que pour les acheteurs, ça peut être des opportunités. Donc, les acheteurs opportunistes, précipitez-vous avant que ce soit à peu près officiel. En revanche, si vous êtes vendeur, parce que dans l'immobilier, il y a toujours un acheteur et un vendeur, si vous êtes vendeur, là, pour le coup, il s'agirait peut-être, si vous pouvez attendre, de ne pas mettre en vente tout de suite, en tout cas d'attendre l'officialisation, en quelque sorte, de cette évolution du DPE, pour retirer votre bien de la vente, pour être sûr, effectivement, parce que finalement, là, sans rien faire, vous allez peut-être vous retrouver d'un G à un F, voire un E. Donc, ça peut être l'opportunité pour quelqu'un qui peut attendre, effectivement, notamment l'été, pour voir un petit peu comment ça se passe et à quelle sauce il va être mangé, avec ce nouveau DPE. Vous avez parlé aussi des aides, de cette fameuse prime rénov, ouais, etc., du fait que, Bruno Le Maire nous l'a dit, c'est plus open bar, donc... Ouais. Comment est-ce qu'on se positionne face à ces aides? Parce que c'est aussi très important dans un dispositif de location de limiter finalement le reste à charge. Alors ma prime rénov, effectivement, comme je le disais à l'instant, là aussi ça bouge tout le temps. Le monogeste était interdit pour avoir les avantages. Finalement, il a été remis en place. Ma prime rénov, moi, ce que je vois, ce que je comprends, c'est que notamment tous les gens que j'interroge autour de moi, moi-même qui me suis posé la question pour ma maison, de m'embarquer sur ma prime rénov. Écoutez, Cédric, je vais vous le dire tout simplement et assez clairement, c'est l'enfer. Personne n'y comprend rien. Les dossiers sont d'une complexité. Pourtant, il y a des accompagnateurs, à la deal, etc. On nous dit. Mais effectivement, là, je pense qu'on touche effectivement à un problème bien français. C'est-à-dire, vous avez ma prime rénov qui globalement est une usine à gaz. Donc, plutôt que de simplifier, parce que oui, par exemple, on aurait pu se dire on simplifie. On crée des accompagnateurs. Voilà, on crée des accompagnateurs de mon usine à gaz pour effectivement vous aider à y voir plus clair, parce qu'effectivement, on n'y comprend rien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est non seulement le fait que ça change tout le temps, mais en plus, alors j'avais compté, je crois qu'il y a 75 aides différentes, suivant si vous avez un poêle à bois, à bûche ou à granulé, c'est pas la même aide. Enfin, c'est ubuesque. Donc effectivement, c'est extrêmement compliqué d'y comprendre quelque chose. Et donc, plutôt que de simplifier, aurait quand même été notamment un réflexe à peu près normal. Donc, plutôt que de simplifier, on crée encore un nouveau poste de mon accompagnateur rénov à vos frais, bien entendu, puisque ça, les gens, ils font pas ça gracieusement. Oui, bien sûr. À vos frais, bien entendu. Donc, on rajoute une couche de complexité. Bon, voilà. Maintenant, ce qu'on peut dire, ce qui est très important à comprendre par rapport à ma prime rénov et ce à quoi on arrive, et là, on va faire plaisir pour le coup à Bruno Le Maire, c'est-à-dire que
à part si vous êtes, parce que vous savez, MaPrimeRénov', c'est des couleurs aussi, hein, c'est comme les Nutri-Score, etc. C'est des couleurs. Donc vous êtes... Une fois qu'on tient un truc bien, on le garde. Voilà, c'est ça. Donc si vous êtes bleu, vous êtes un ménage très modeste. Si vous êtes jaune, vous êtes un ménage modeste. Mais donc si vous êtes à partir de violet et rose, c'est-à-dire que si vous êtes un peu au-dessus de la moyenne en termes de revenus, en gros, on peut mettre le curseur autour de 3 000 € par mois, par fiscal dans le foyer, etc. Donc si vous êtes en revenu médian ou revenu supérieur, je vous le dis tel quel, oubliez MaPrimeRénov'. Ouais. Oubliez MaPrimeRénov'. Pour une raison toute simple, c'est que pour bénéficier de MaPrimeRénov', il faut effectivement donc passer par une entreprise RGE. Vous connaissez le principe. Reconnue RGE, garante de l'environnement. Voilà, donc entreprise RGE. Et il se trouve que ces entreprises RGE, il y a eu des tas d'enquêtes de fait, il y a quelques années par UFC Que Choisir. Les entreprises RGE, et puis tous les professionnels de l'immobilier, de la rénovation, les gestionnaires le constatent, une entreprise RGE, en moyenne, elle va être 30-40% plus chère qu'une entreprise classique. Quand elle est dispo, en plus. Quand elle est dispo, en plus, hein, parce qu'il y en manque, donc elles ont des agendas comme ça, etc. Et c'est pas, en plus, je veux dire, c'est pas les artisans RGE sont pas des arnaqueurs, hein, mais simplement, ce sont des gens qui doivent se former en plus, ils ont des assurances spécifiques, puis en plus, effectivement, comme on le disait, ça change sans arrêt, donc ils sont obligés de faire une veille en termes de formation, donc, en etc. fait, ils vous comptent 20 à 30% plus cher pour gagner... 30%. Ouais. Mais c'est ça l'histoire. C'est-à-dire que pour aller gratter à nos frais à tous, hein, puisque c'est de l'argent effectivement de l'État. Donc pour aller gratter 30% d'aide en plus avec notre argent, vous allez payer vos travaux 30 ou 40% plus cher. Donc le conseil de Stéphane Descartiers, c'est quoi ? C'est oublier MaPrimeRénov'. Ouais. Tout simplement. On trouve le bon artisan dans le quartier, on fait bosser. Voilà, le bon artisan recommandé par des proches que vous connaissez, qui bosse bien, qui est plus disponible notamment que les artisans RGE, puisque, encore une fois, vous allez gratter ce que ça va vous coûter en plus. Donc, il n'y a absolument aucun intérêt. Vous épargnez une semaine de RTT pour comprendre déjà MaPrimeRénov', comment ça marche. Enfin bref, voilà. Vous faites votre truc dans votre coin, tranquille. Ça ira beaucoup plus vite. Ça vous coûtera la même chose, voire moins cher. Et voilà. En plus, vous faites faire des économies. Bruno Le Maire sera aux anges. Donc, ça évitera que ça coûte un pognon. Donc voilà, c'est gagnant. C'est gagnant pour tout le monde. Stéphane Descartiers, SD Conseil et Formation. Merci Stéphane d'être venu dans cette première de Cœur de Patrimoine pour m'accompagner. Avec plaisir. Très heureux de vous retrouver, Cédric. À très vite sur Radio Patrimoine. À bientôt. Et on accueille maintenant Géraldine Métifeux. Bonjour Géraldine. Bonjour Cédric. Pour Alter Égal, alors on va évoquer ensemble un grand classique de notre gestion de patrimoine, un peu oublié ces derniers temps, faute de rendement, c'est bien sûr le fonds en euros. Et vous pensez qu'on pourrait assister à son grand retour, c'est ça ? L'âge d'or du fonds euro, le retour. Ouais. Oui, probablement, parce que comme vous l'avez dit, Cédric, un peu de contexte pour ceux qui nous regardent. Le fonds euro, on le retrouve dans les contrats d'assurance, principalement les assurances vie, les contrats de capitalisation, les PER, très à la mode. Et puis, c'est un peu comme des fonds propres, si vous voulez, de la compagnie. On a un effet garantie en capital, dont on a pu craindre parfois, qui est quand même un rendement négatif malgré la garantie en capital, du fait des frais de gestion et des taux très très bas. On a eu peur aussi que la remontée des taux soit au contraire l'explosion du fonds euro, parce que vous vous souvenez de cette loi Sapin 2, votée en 2016. Cette espèce d'épée de Damoclès, on allait se retrouver bloqué. Voilà, avec des gates, on va essayer de sortir de ce fonds euro. Puis finalement, cette remontée violente des taux, elle a eu lieu en 2022. Puis c'était tellement bien géré par nos compagnies d'assurance françaises qu'on a pu conserver l'intérêt du fonds euro. Alors, donc il n'y a aucun problème pour le fonds euro. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est en disant, mais du coup, s'il y a une baisse des taux, est-ce que on va avoir une baisse des rendements ? Pas forcément, parce que à la faveur de la hausse des taux, on a peu une hausse de rendement aussi phénoménale que cela. Elle a été due à quoi, cette remontée des rendements des fonds euros ? Principalement au fait que ça avait été bien géré, qu'il y avait beaucoup de réserves et qu'ils ont pu augmenter le rendement pour capter ou conserver, bien sûr, les épargnants. Après, le point peut-être aussi, on en reparlera pour ceux qui nous regardent d'intérêt, c'est vérifier la composition du fonds euro, notamment la partie immobilière. Parce que généralement, le fonds euro, on a un petit peu l'habitude de se dire, c'est des emprunts d'État, en gros, c'est la dette française qui est financée par le fonds euro. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors ça, c'est déjà un peu plus diversifié sur les dernières années, parce que toute cette période où les emprunts d'État étaient à des taux négatifs, ça pouvait pas donner vraiment de rendement. Ils ont donc beaucoup, bien sûr, d'obligations crédit, obligations d'État, mais également d'immobilier.
Et il ne sera pas échappé que l'immobilier n'est pas dans sa meilleure période, en revanche, contrairement au fonds euro. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il faut aussi qu'on regarde doutes. Voilà, il faut regarder aussi cette évolution par rapport au fonds euro. Mais finalement, la question, c'est est-ce que le fonds euro, en 2023, c'était une bonne idée? Puis après, on va se tourner, bien sûr, sur 2024. Quand on dit une bonne idée, c'est-à-dire que, oui, les taux sont un peu plus séduisant sur le fonds euro, mais faut pas oublier dans notre vie quotidienne qu'on a aussi l'inflation. Et le tout, c'est que il faut que le taux réel... C'est une très bonne remarque, parce que souvenez-vous, vous et moi qui ne sommes pas si jeunes, le fonds euro était fait pour battre l'inflation. Pendant des années, vu que l'inflation était à zéro, c'était assez simple. C'était pas compliqué. 2022, je dois avouer que c'est l'exercice un petit peu plus délicat, avec une inflation très très importante et un fonds euro qui était toujours en berne, qui n'avait pas encore montré ses meilleurs aspects. Et effectivement, par rapport à l'inflation, le but d'un fonds euro, c'est de battre l'inflation, ou d'être globalement flat, en tout cas de lutter contre l'érosion monétaire, pour le dire simplement. Si on considère qu'en fin d'année 2024, on va avoir une inflation aux alentours des 2,5 par exemple, oui, le fonds euro, c'est forcément quelque chose qui a assez bien fonctionné, parce que pour les mieux dotés, pour ceux qui ont mieux fonctionné, si on regarde au titre de 2023, on aura eu entre 3,25 et 4,50 de rendement pour... Voilà. Alors, attention, il y en a qui vont juste à 80, à 20. Mais pour ceux qui sont bien gérés, je pense que globalement, entre 3,25 et 4,50, ça va être difficile à battre. Je parle de net de frais de gestion, bien sûr, avant imposition, cas échéant. On est d'accord. Donc, faut-il encore sortir du fonds euro pour être imposé? Est-ce que ça veut dire que c'est un nouveau terrain d'investissement durable, ce fonds euro? Oui et non, parce que quand on cherche un investissement sur le long terme, au-delà d'aller chercher du 3 ou du 4% de rendement, on va sans doute plutôt aller chercher des rendements un peu plus attractifs, peut-être du 5, peut-être du 6. Alors c'est beaucoup, hein, je rappelle à chacun que c'est énormément de sous à pouvoir générer, et auquel cas le fonds euro, il doit apparaître comme une petite brique de diversification, il doit apparaître comme une brique. En ce moment, on a la chance, depuis 2 ans, on n'a pas trop pu le faire, mais de prendre les plus-values sur les contrats, enfin en tout cas sur les lignes, et d'arbitrer en faveur du fonds euro, parce qu'on ne perd plus d'argent par rapport à l'inflation sur le fonds euro. Donc ce fonds euro va grossir, pourra servir de poche d'arbitrage au gré d'un coup de mou sur les marchés actions, par exemple. Après, il y a des obligataires qui peuvent un peu mieux rapporter. Donc sur du long terme, ça doit rester comme une poche, à mon avis, si on est sur un profil équilibré qui ne va pas dépasser 20 à 30%. Quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'il ne faut pas retomber dans le travers qu'on a eu 100%. parfois dans le passé, de faire du fonds euro l'axe de sa gestion de patrimoine, ou en tout cas en assurance vie. Après, ça dépend. Si vous avez 80 ans, ça s'entend. Si vous avez 35 ans et des revenus, et que vous avez un matelas de sécurité par ailleurs, ça doit être une poche de diversification. Maintenant, si on doit comparer à des comptes à terme en banque ou des comptes sur livret, parce que tout le monde me dit le livret A, il n'y a pas beaucoup de livret A à 100 000 euros, les gars. Donc, tant qu'on reste à 15-20 000, ça passe. Mais dès qu'on a plus d'argent, ça reste plus intéressant quand même. Bon, par contre, on a beaucoup parlé hausse de taux. Mais là, on commence, et on va le voir dans un instant avec Emmanuel Salle, mais on commence à murmurer baisse de taux. Enfin, on se dit peut-être que dans quelques mois, quelques semaines, notre Banque Centrale Européenne, elle va peut-être changer de pied. Du coup, ça aussi, il faut l'avoir en tête pour nos calculs, Géraldine? Non, moins, je pense. Moins. Alors, moins, pourquoi? Parce que en même temps, parallèlement, quand je vous disais que 2022, on n'a pas eu ces hausses de taux, on n'a pas eu l'impact immédiat sur les fonds euros. Et quand bien même, on se rend bien compte que c'est principalement le niveau de réserve des fonds euros qui ont permis de délivrer ce rendement attractif sur 2023 et probablement sur 2024. On voit à nouveau des bonus de rendement, ainsi de suite. La baisse de taux, elle va intervenir sur, on va dire, principalement les nouveaux versements sur les fonds euros, pas trop sur le stock. Et puis les assureurs ont appris là maintenant. J'espère, parce qu'au prix où ils sont payés, j'espère qu'ils ont compris quand même. Ils sont bien payés. Bon, du coup, on se dit oui, on revient un peu sur le fonds euro. Je pense que oui, sincèrement oui. Franchement, je pense qu'on peut avoir du monétaire qu'on n'avait plus non plus. Et je pense que oui, à la question est-ce qu'on revient à l'âge d'or du fonds euro, pas en 100%, pas en monosupport comme on avait pu le rencontrer avant les années 2000, mais en tout cas, on peut retrouver une place du fonds euro dans les allocations et bien mieux que ce qu'on a vu dans les années 2010. Donc je pense que 2023, 2024, 2025, on verra. En tout cas, c'est des années où il faut penser au fonds euro et au bon fonds euro, pas au mauvais. Merci beaucoup Géraldine Métifeux et Alter Égal qui nous accompagnaient sur ce fonds euro. On continuera à parler notamment d'assurance vie tout à l'heure avec un petit nouveau, Yann De Florenne, qui refera un petit point pédagogique, parce que c'est aussi un des buts de Cœur de Patrimoine, c'est bien évidemment d'être pédagogique pour se remémorer un petit peu toutes ces questions autour de l'assurance vie. Merci Géraldine. Merci, et à très bientôt.
Et on le disait à l'instant avec Géraldine Métifeux, c'est vrai que tout est un peu question de banque centrale, de marché financier également. On va en parler avec Emmanuel Salle, le patron de la financière de la Cité. Bonjour Emmanuel. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous. On va essayer de regarder les marchés, alors pas en day trading, pas les deux doigts dans la prise, mais en prenant le temps de comprendre et d'interpréter un peu tout ça. D'abord, notre indice CAC 40, parce que c'est souvent un peu le baromètre qu'on regarde. Certains le voient déjà à 9000. On est sur la bonne lancée, on y croit, c'est raisonnable, il y a de l'exubérance irrationnelle, comme aurait dit l'autre. Je ne vois pas vraiment d'exubérance irrationnelle, non, on peut tout à fait y parvenir. Je crois que les conditions sont finalement assez bonnes, enfin meilleures en tout cas qu'on ne pouvait l'espérer en fin d'année dernière, et c'est un élément très, très favorable. Ce qui me semble clé, en revanche, c'est la capacité des banques centrales et également des politiques budgétaires à accompagner ce mouvement, parce que le principal relais aujourd'hui de la croissance en zone euro reste les exportations. On sait que l'Allemagne est redevenu le premier exportateur mondial avec des chiffres du commerce extérieur, enfin du solde commercial qui sont ceux d'avant 2019. Donc une grande partie de cette croissance européenne dont on doit se féliciter repose malgré tout sur la demande extérieure et en particulier sur la demande chinoise. Toutefois, vous avez également des ressorts puissants de croissance en zone euro que sont l'Espagne, également l'Italie, l'Irlande, pour des raisons qui sont spécifiques à la réglementation fiscale irlandaise. Donc, nous n'avons pas que l'Allemagne, et ça, c'est un élément qui me semble tout à fait important. On a même, au contraire, une contribution très significative des pays d'Europe du Sud, des pays d'Europe latine, à la croissance européenne. Donc, le CAC à 9000, c'est très bien. On a d'excellentes locomotives européennes, peut-être plus diversifiées d'ailleurs en Europe qu'aux États-Unis, avec un poids moindre des grandes valeurs technologiques et un groupe de valeurs qui n'appartiennent pas qu'à un seul secteur, avec une plus large diversification dans les secteurs de l'énergie, de la santé, de la défense. Donc ce sont des facteurs qui sont à mon avis positifs et qui redonnent confiance en l'économie européenne. Tout revient une fois de plus aux banques centrales qu'on a quasiment avec nous depuis maintenant 10 ans, qui nous prennent la main, qui nous guident, qui tâchent de nous emmener là où elles le souhaitent. Beaucoup de hausses de taux. Et puis cette pause, peut-être, et puis peut-être déjà aussi en ligne de mire, peut-être une inversion de cette tendance, de cette hausse pour parler de baisse des taux. Mois de juin, peut-être avant. Enfin, c'est-à-dire que l'ambiance est vraiment clairement, Emmanuel, en train de changer dans la tête de nos banquiers centraux. Oui, alors je crois que l'ambiance est en train de changer. C'est quelque chose d'ailleurs d'assez positif. Et il me semble que la France, dans la personne du gouverneur, de François Villard-Gallo, a joué un rôle important dans la prise de conscience d'un niveau de taux d'intérêt réel qui est certainement élevé compte tenu des performances de l'économie. C'est-à-dire qu'est-il nécessaire d'aller trop loin afin de pénaliser l'économie, tout cela au risque de pénaliser l'économie, tout cela pour battre l'inflation, pour éviter une inflation qui est en train de... Ils sont là pour essayer de réguler un peu la température de l'économie. C'est vrai. Alors cela dit, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a remonté les taux d'intérêt moins pour réguler la température de l'économie que pour réguler l'inflation. Et cette inflation, elle ne provient pas de la température interne de l'économie, donc de la surchauffe de l'économie, qui serait produite notamment par un excès de la demande, comme c'était le cas dans les années 70, mais elle provient essentiellement de l'offre et de circonstances extérieures, qui sont la levée des confinements en 2022 à la suite de la réouverture de l'économie mondiale, et bien sûr, elle provient aussi des événements ukrainiens qui ont induit cette forte hausse du prix des matières premières. Donc on a remonté les taux d'intérêt. En zone euro, on a les taux d'intérêt réels, donc après inflation, qui sont parmi les plus élevés du monde occidental, même les plus élevés du monde occidental. Aujourd'hui, à la BCE, la conscience, je pense, a commencé à se répandre qu'une pause était certainement nécessaire et que peut-être une baisse était possible. Alors, une baisse au mois de juin, certainement, enfin on n'en est encore pas totalement sûr, certains évoquent même une baisse plus tôt. Nous le verrons, je crois que cette semaine sera absolument clé, parce que vous le savez, on a une réunion du bureau de la Réserve fédérale au milieu de semaine, qui sera suivie d'ailleurs d'une réunion de la BCE. Lors de cette réunion, la Réserve fédérale va annoncer le chiffre d'inflation aux États-Unis, et je crois beaucoup de choses vont dépendre au cours de ce premier semestre de ce chiffre d'inflation. Est-ce qu'il va nous décevoir ? Est-ce qu'il sera dans la foulée finalement des chiffres
d'inflation des premiers mois de l'année 2024 qui était relativement élevé, ou au contraire, est-ce qu'il va témoigner d'un reflux de l'inflation, auquel cas le mouvement des baisses de taux sera ouvert. Emmanuel, vous me devancez sur l'autre rive de l'Atlantique, sur l'aspect américain. Quand on écoute la Réserve fédérale, puisque vous en parlez, on a l'impression en fait que tout va bien au pays de l'oncle Sam, qu'il n'y a pas de problème, pas de questions sur l'emploi, pas de questions sur la stabilité financière, même pas de questions sur les enjeux politiques. Et pourtant, on le voit, on les perçoit, ces interrogations. Ça vous paraît normal ? C'est le cas où la Fed veut pas les voir, ou en tout cas veut pas les dire ? Écoutez, je pense que tout ne va pas nécessairement bien au pays de l'oncle Sam, mais on sait bien les États-Unis font face à des échéances politiques qui montrent bien qu'une très grande colère est présente dans certaines couches du peuple américain, et donc on ne doit pas, ne pas prendre en considération ces éléments-là qui sont également essentiels d'ailleurs pour l'appréciation de l'économie et des marchés. Mais néanmoins, s'agissant du pilotage économique, je crois que beaucoup de choses vont bien. C'est-à-dire qu'en fait, la Fed, elle a la particularité par rapport à la BCE d'avoir un double mandat. Oui. C'est-à-dire qu'elle doit s'occuper non seulement de l'inflation, mais également de l'activité et du chômage. Donc elle ne va pas remonter les taux d'intérêt jusqu'à un point qui risquerait de mettre en danger l'activité. Et donc on doit reconnaître que la sortie du Covid s'est faite de façon assez remarquable aux États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis ont soutenu la demande interne, la consommation, l'investissement. Vous avez eu des plans d'infrastructures, avec notamment l'IRA, qui ont joué un rôle absolument considérable dans la réindustrialisation du territoire américain. Tout cela contribue au développement de l'activité. Tout ça, effectivement, a accompagné l'inflation, a accompagné la relance et la croissance. Ça s'est traduit par un surcroît d'inflation, mais également par un surcroît d'activité. Mmh. Donc finalement, certes, on a des taux d'intérêt un peu plus élevés aux États-Unis qu'en Europe, mais on a beaucoup plus d'activité. Et c'est bien que les États-Unis sont arrivés, malgré cette politique monétaire relativement restrictive, à conserver un niveau de chômage extrêmement bas. On a eu 300 000 créations d'emplois le mois dernier aux États-Unis, c'est tout à fait remarquable. Et donc les États-Unis, au cours de ces derniers mois, même depuis 2022, sont arrivés finalement à conquérir le Graal de la croissance économique et de la résorption de l'inflation. C'est quelque chose de tout à fait remarquable. On doit reconnaître qu'en zone euro, les choses sont plus compliquées, mais c'est aussi lié au fait que la zone euro est de création plus récente. Et la BCE est un animal politique qui doit tenir compte d'économies différentes. Justement, cette question entre tout ce qui relève de la Banque centrale et puis de la politique monétaire et puis notre politique budgétaire. On a vu notamment toutes les saillies des uns et des autres, et notamment de Bruno Le Maire. Et puis Bruno Le Maire, il nous dit je compte quand même sur la baisse des taux d'intérêt pour insuffler un regain de croissance dès la fin de l'année, puis l'an prochain. Est-ce qu'on peut y croire ? Alors, la baisse des taux d'intérêt, on verra. Je crois que ça dépend essentiellement des équilibres politiques au sein de la BCE et des chiffres d'inflation. Les chiffres d'inflation, on aura une bonne orientation mercredi prochain, lorsque l'indice d'inflation américain sera publié par la Fed. Donc, on verra exactement quelle est la dérive de l'inflation, parce que je ne vois pas la BCE baisser ses taux d'intérêt avant la Fed. Mmh. Donc, ça nous donnera déjà un signal. Maintenant, sur la baisse des taux, sur l'évolution la contribution de la baisse des taux à la croissance, Bruno Le Maire a indéniablement raison. C'est-à-dire qu'il y a, la politique monétaire n'est pas neutre, contrairement à ce qu'on peut lire. On dit souvent que ça prend plusieurs mois. Quand on voit quand même l'évolution de la croissance aux États-Unis et l'évolution, de l'activité en zone euro, comparé aux hausses de taux d'intérêt, on voit bien que dès qu'on remonte les taux d'intérêt, on casse la croissance. Donc ça se passe assez vite. Il y a quand même une réelle efficacité de la politique monétaire. Si on a une détente des taux d'intérêt en zone euro, ça donnera quand même un signal extrêmement positif, bien sûr au marché financier, mais avant tout à l'économie réelle. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des secteurs entiers de l'économie qui sont pénalisés par ce niveau de taux d'intérêt qui contraint excessivement la demande. Il faut savoir que pour les entrepreneurs, ce qui est important, c'est certes d'avoir un peu moins de normes, de réglementations, etc., mais surtout que la demande finale soit solvable et que la population, les populations européennes soient en mesure de contribuer à la croissance, comme elles l'ont fait dans le passé. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas totalement le cas. On a une grande partie des économies européennes qui s'appuie sur la contraction de leur demande interne, à la fois les investissements et la consommation, pour réaliser de meilleures performances à l'export. Juste pour terminer, Emmanuel, on a commencé en parlant de nos marchés. Nos marchés, ils sont là aussi pour valoriser finalement des entreprises. Les résultats vont commencer à tomber pour ce premier trimestre, notamment avec les banques américaines. Qu'est-ce qu'il faut attendre ? Qu'est-ce qu'il faut surveiller, j'ai envie de dire presque macroéconomiquement, dans cette prise de température de la vie des entreprises ?
Écoutez, j'ai le sentiment que la saison des résultats va plutôt être bonne. Mon sentiment, c'est que des valeurs qui sont sur les secteurs les plus classiques, les plus traditionnels de l'économie vont nous offrir de bons chiffres, notamment, je pense, aux valeurs du secteur pétrolier, aux valeurs du secteur de l'énergie, ou qui étaient délaissées ces dernières années, notamment pour des raisons de normes que vous connaissez. De façon générale, je ne suis pas inquiet, j'avoue, sur les publications de résultats. Je suis en revanche beaucoup plus attentif à l'évolution des banques centrales, car il me semble qu'en matière d'investissement, vous avez 10% d'analyse financière, je simplifie, mais à peu près 90% de prévisions liées à la trajectoire macroéconomique et monétaire des États. Et c'est aussi pour ça qu'on en parle dans Cœur de patrimoine. Merci beaucoup Emmanuelle Salle, donc la financière de la Cité, d'être venue m'accompagner pour cette première de Cœur de patrimoine. À très bientôt sur l'antenne de Radio Cédric. Patrimoine. Merci beaucoup. Allez, on quitte les marchés pour revenir au cœur de notre gestion de patrimoine en évoquant un thème qui a pas mal fait parler ces derniers mois, celui de la retraite. Et on accueille pour ce faire Sonia Emlinger. Bonjour Sonia. Bonjour Cédric, ravi de vous retrouver. Merci beaucoup de me faire confiance et de m'accompagner pour cette première de Cœur de patrimoine. Donc Sonia Emlinger pour Socialcare, lilycare.fr. On va donc parler retraite ensemble. Est-ce qu'on peut d'abord remettre un petit peu l'ouvrage sur le métier et redonner un petit peu les bases de fonctionnement de cette retraite après la réforme ? Tout à fait. Alors, depuis la réforme, donc l'âge légal pour partir à la retraite, ça sera 64 ans et 172 trimestres. Donc, dans les trimestres, il faut aussi comprendre qu'il y a les trimestres cotisés et les trimestres assimilés. Donc les trimestres cotisés, c'est bien évidemment les trimestres que vous pouvez acquérir grâce à vos revenus, donc grâce aux cotisations. Et les trimestres assimilés, ça sera des trimestres qui seront validés, par exemple de l'expatriation ou du chômage ou de la maladie. Donc trimestre cotisé plus trimestre assimilé, ça vous donnera votre nombre de trimestres. Validés. Et donc, il en faudra maintenant 172 pour pouvoir prétendre à prendre sa retraite. Et un trimestre, pour valider une année, donc 4 trimestres, c'est à peu près 7 000 € par an de cotisation. Comment la calcule-t-on, cette retraite, ensuite ? Alors, on va prendre les 25 meilleures années. Alors, pour les salariés du privé et pour les indépendants, les fonctionnaires, c'est un petit peu différent. C'est toujours un petit peu différent. Donc, on va prendre les 25 meilleures années pour le régime de base. Donc là, ce qu'on appelle la retraite de la sécurité sociale. Là-dessus, on va prendre 50% du plafond maximum, du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, le plafond annuel de la sécurité sociale, c'est 46 000 € et quelque chose. Donc, ça va nous faire à peu près 23 000 € maximum de retraite de base. Ensuite, il y a la retraite complémentaire. Donc, vous avez dû voir sur vos fiches de paye, la Agirc Arrco, notamment, on en parle beaucoup en ce moment sur les antennes. La Agirc Arrco, là, c'est en nombre de points. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Si c'était pareil partout. Hein. Voilà. Donc là, c'est en nombre de points. Donc en fonction de vos cotisations, vous avez un nombre de points. Chaque année, le point est revalorisé. Donc vous allez multiplier votre point, enfin le nombre de points, par la valeur du point chaque année. Donc là, c'est assez simple. Et pour les fonctionnaires, on prendra les 6 derniers mois. Et au lieu de prendre 50% comme les salariés, on prendra 75% de la moyenne des 6 derniers mois de revenus. On parle aussi de décote, etc. Oui, alors effectivement, ça c'est la base. Mais après, il peut y avoir une décote et une surcote. Donc la décote, c'est quoi ? C'est j'ai 64 ans, mais j'ai que 160 trimestres sur 172. Donc il y aura une décote de 1,25% par trimestre non cotisé. Et la surcote, c'est pareil, à l'inverse. Donc j'ai 172 et j'ai 64 ans. Je décide de continuer à travailler, eh bien j'aurai une surcote de 1,25 par trimestre. Pour les complémentaires, il n'y a pas cette histoire de surcote, puisque vous cotisez, donc vous allez acquérir des nouveaux points et vous allez donc avoir une retraite supplémentaire. Tout à fait. Bon, ça, c'est le calcul de base tel que ça se présente. Après, il y a des cas particuliers. Par exemple, si je cotise et que je décède, qu'est-ce qui se passe ? Mon conjoint, par exemple, il a le droit à quoi ? Alors, le conjoint survivant, en France, il y a une réversion. Alors, sur le régime de base, toujours la sécurité sociale, il faut avoir au moins 55 ans et avoir été marié.
Donc, pas de PAX. Le PAX, ça ne fonctionne pas pour la réversion. Et il y a aussi des conditions de ressources. Donc, il faut calculer, c'est pas toujours automatique. Par contre, et c'est 54%, pardon. Pour la retraite complémentaire, là, ça va être 60%, pardon. Et là, il n'y a pas de condition de revenu. Donc, la retraite complémentaire, donc Agirc-Arrco, dont je parlais tout à l'heure. Autre cas possible, puisque vous l'avez même envisagé tout à l'heure en parlant des trimestres assimilés, en disant tiens, il y a l'expatriation. Si on a travaillé à l'étranger, comment ça se passe justement ? Alors, si on a travaillé à l'étranger, il y a deux possibilités. Soit vous avez été travailleur détaché. Donc là, si vous êtes travailleur détaché de telle ou telle grande entreprise, c'est comme si vous n'aviez jamais quitté le territoire français. Vous continuez à cotiser exactement de la même façon. Par contre, si vous êtes expatrié ou en contrat local, là, ça va dépendre des conventions signées, de conventions sécurité sociale entre la France et le pays où vous allez être expatrié. Donc, c'est comme pour les impôts, il faut se référer à un document, quoi. Exactement. Mais là, l'avantage avec les pays avec qui on a signé une convention, c'est que vous allez pouvoir récupérer les trimestres cotisés à l'étranger. Donc, donnons un exemple. Quelqu'un qui a cotisé 130 trimestres en France et puis après une quarantaine de trimestres au Brésil, par exemple, s'il rentre en France, il pourra rajouter ses 40 trimestres brésiliens à ses 132 trimestres français et donc avoir ses 172 trimestres et ne pas avoir de décote. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et s'il n'y a pas de convention, là, je vous conseille vraiment de cotiser à la Caisse des Français à l'étranger pour ne pas perdre ces trimestres. Ah oui, c'est-à-dire qu'en étant à l'étranger, on peut quand même cotiser en France. Exactement. D'accord. Vous cotisez de façon volontaire à la Caisse des Français à l'étranger, donc pour ne pas perdre ces trimestres qui vous donneront après une décote. Bon, on s'est dit pas mal de choses. Sonia, malgré tout, c'est un peu compliqué. Oui. Ça veut dire que quand on commence à approcher de la fin de sa carrière, faut faire un bilan retraite, un peu comme on fait un bilan patrimonial. Oui, je conseille vraiment de faire un bilan retraite. Déjà, ça permet de savoir à quel âge on va pouvoir partir. C'est 62, 63, 64, 65, 66, 67. Et de commencer à s'organiser. Parce que souvent... Faut encore tout préparer, là, toutes ces fiches de paie, Alors, l'idéal, évidemment, c'est de garder un maximum de choses. Donc, je vous conseille vraiment d'essayer de conserver un maximum de documents. Parce que, forcément, il faudra... quand vous allez regarder votre relevé de carrière, malheureusement, il y a un relevé de carrière sur 3 qui comporte des erreurs ou des incohérences. Vous devrez justifier. Donc, évidemment, d'essayer de conserver des avis d'imposition, enfin un maximum de documents pour pouvoir prouver ces années de travail. Et encore plus si vous avez été effectivement à l'étranger pour pouvoir le justifier. Il suffit pour avoir une idée de là où on en est, on peut se connecter sur Internet, c'est assez simple. Et pour le coup, même s'il y en a sur 3 qui sont peut-être pas... En tout cas, on a une bonne idée de ce que c'est l'administration, c'est ça ? Tout à fait. Et donc là, par rapport à ce relevé, on va pouvoir recalculer combien je vais avoir déjà à la retraite. Donc ça va permettre de savoir à peu près où est-ce que je me situe. Et le plus tôt sera le mieux. On poussait quelques cris d'orfraie après s'être connecté. Et exactement. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux le faire le plus tôt possible. Dès 45 ans, je le suggère, de commencer à regarder, de voir s'il y a des incohérences. S'il y a des incohérences, les corriger. Comme ça prend un petit peu de temps au niveau de l'administration de corriger les erreurs. Ça permet de ne pas être stressé 6 mois avant la prise de la retraite. Et puis, après, de savoir où on en est. Ouais, et donc, peut-être de mettre en place quelque chose de plus. Exactement, tout à fait. Eh bien, voilà quelques idées à avoir pour bien gérer sa retraite et ne pas tomber le nez dessus un petit peu au dernier moment. Merci beaucoup, Merci Sonia. Cédric. Sonia Emlinger, donc lilycare.fr qui nous accompagnait aujourd'hui sur Cœur de patrimoine dans cette nouvelle émission de Radio Patrimoine. Merci, Sonia. Merci Cédric. Et à très bientôt. À bientôt. Et on va parler assurance vie maintenant. On a commencé finalement en disant un petit mot du fonds euro. On va élargir un petit peu le cadre en s'intéressant à cette enveloppe avec Yann de Florenne. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous, directeur associé de Modo Patrimoine. On rappelle déjà la base, le seul produit indispensable pour n'importe quel épargnant, c'est l'assurance vie ? On le surnomme le couteau suisse de l'épargnant. Je suis tout à fait d'accord avec ce surnom et on va le voir aujourd'hui. Déjà, pour rappel, l'assurance vie, vous l'avez dit, c'est une enveloppe fiscale. C'est une enveloppe fiscale au sein de laquelle, justement, on va choisir une allocation. On peut mettre ce qu'on veut, entre guillemets.
Si on choisit les bons contrats d'assurance vie, parce qu'il y en a des centaines, voire des milliers, qui offrent des possibilités différentes, effectivement, il y a certains contrats d'assurance vie qui offrent des possibilités d'allocation indéfinies. On a d'un côté le fonds euro, on en a parlé tout à l'heure, où là, le capital est garanti. On met 1 000 euros sur le fonds euro, on est sûr et certain que dans 10 ans, on aura encore ces 1 000 euros. Bon, qui dit capital garanti dit rendement limité, forcément. Il n'y a pas d'argent gratuit. Il n'y a pas d'argent gratuit, ça serait trop beau, effectivement. Aujourd'hui, les fonds euros peuvent rapporter en moyenne aux alentours de 3%. On a certains fonds euros qui ont rapporté même plus de 4% en 2023, avec la hausse des taux d'intérêt. Et effectivement, par exemple, ce fonds euro peut remplir l'objectif de sécurisation du capital. On met tout sur le fonds euro. Une espèce de garantie, de fonds de capital. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui a un profil plutôt sécuritaire, qui a un peu une aversion au risque, il a la possibilité de placer la totalité de son capital sur la partie fonds euro. Quand on dit que c'est une enveloppe, c'est aussi parce que c'est une enveloppe fiscale, qui a une fiscalité bien particulière, qui peut aussi être mal comprise. Certains disent « Ah non, mais moi je ne veux pas, parce que je suis bloqué. Je suis bloqué 8 ans. » Il n'y a pas de blocage, on le rappelle. Je pense que cette phrase, je l'ai entendue dans 100% de mes rendez-vous lorsque j'ai pas évoqué l'assurance vie pour la première fois auprès de clients qui n'en avaient pas. Effectivement, non, moi je veux pas d'assurance vie, je veux pas bloquer mon capital. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent qu'on va placer sur une assurance vie, il n'est jamais bloqué. On peut le sortir n'importe quand pour n'importe quelle condition. Contrairement à un plan épargne retraite ou un plan épargne entreprise, là il y a 0 condition. Mais effectivement, il y a une fiscalité plus ou moins douce qui s'applique à partir du moment auquel on va sortir notre capital. Et en l'occurrence, ce produit a une maturité fiscale à partir de 8 ans. C'est pour ça on entend toujours, non, l'assurance vie c'est bloqué pendant 8 ans. C'est juste que ça devient optimal, on dira, Exactement. Au bout de 8 ans, mais on n'est jamais bloqué. Exactement. D'un point de vue fiscal, c'est plus avantageux après 8 ans, où déjà on a une fiscalité amoindrie, et en plus de ça, on bénéficie d'abattements qui sont, pour rappel, 4 600 € pour une personne célibataire, et on double 9 200 € pour un couple marié. Alors, voilà le cadre posé, et on l'a dit ensemble, c'est vrai que tout le monde peut trouver son intérêt dans cette assurance vie. On va essayer de prendre quelques cas que j'ai chinés sur vos publications, et on va essayer de voir, Yann, ce qu'on peut en dire. Alors voilà, je voudrais faire fructifier mon épargne sans la bloquer. On vient de dire, il n'y a pas de blocage. Alors, c'est le bon choix de passer pour l'assurance vie si on veut la faire fructifier, notre épargne ? Si on a des velléités d'aller chercher un peu plus de rémunération que ce qu'on peut trouver sur les livrets bancaires et faire encore mieux que l'inflation, effectivement, l'assurance vie, c'est la meilleure enveloppe fiscale. Outre le fonds euro, donc la partie sécurisée, on va passer sur la partie unité de compte. Et là, les unités de compte, à l'inverse, on est sur là où le capital est non garanti, mais du coup, on a un rendement qui peut être potentiellement illimité. Sur les fonds en unité de compte, on a accès à quasiment... C'est ce qu'on appelle les fameuses UC. Les fameuses UC, c'est ça, l'acronyme UC. On peut investir sur de l'immobilier, sur de la bourse, sur des fonds obligataires, sur de l'intelligence artificielle, sur même des fonds qui ont le label ISR, investissement socialement responsable, en fonction de ses convictions. Et justement, en fonction de la classe d'actifs, on peut aller chercher des performances qui peuvent faire du x100%. La contrepartie de tout ça, faut le rappeler, faut accepter la volatilité qui va avec les fonds en unité de compte. Donc ça veut dire finalement, Yann, que on a notre enveloppe avec un curseur, on n'aime pas le risque, on met le curseur plutôt vers le fonds en euros, on veut de la perf, et donc on accepte du risque, on le déplace vers les UC, vers les unités de compte, c'est ça ? Exactement. Et tout ça dans le même produit, entre guillemets, qu'est l'assurance vie. C'est exactement ça, et ça a atteint un des objectifs les plus importants dans la gestion de patrimoine, le fameux adage ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, la diversification ultra importante, et donc grâce à l'assurance vie, encore une fois je le répète, si on choisit le bon contrat, on a accès à des centaines voire des milliers de fonds, et on peut aller diversifier au maximum sur plusieurs secteurs, à la fois géographiques et à la fois thématiques. Ouais. Le mieux pour parler de mots dont vous pourrez peut-être entendre parler, c'est l'architecture ouverte. Hein. C'est celle où effectivement on peut aller pêcher le plus de fonds, parce que sinon, quand c'est moins ouvert, votre assureur ou votre banque assureur, il vous dit vous avez le choix dans mon portefeuille maison et point barre.
Ce qui n'est pas toujours le meilleur cas. Exactement. L'assurance vie, on en parle aussi pour la transmission. Si on veut justement préparer un capital pour nos enfants, pour peut-être qu'ils disposent d'argent à leur majorité, ou alors pour faire leurs études, c'est le bon outil aussi ? Je commence par la première chose que vous avez dite, l'aspect transmission. Effectivement, un objectif de plus qui peut être rempli. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on ouvre une assurance vie, on y met un bénéficiaire. Et chaque assuré peut mettre autant de bénéficiaires qu'il veut. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le capital qui est sur une assurance vie, qui est placé sur une assurance vie, au moment du décès, il peut être transmis en bénéficiant d'un abattement de 152 500 € par assuré, par bénéficiaire. On va faire un exemple très simple. Une famille, 2 parents, 2 enfants. Chaque parent ouvre une assurance vie en mettant ses 2 enfants bénéficiaires. On va pouvoir transmettre jusqu'à 610 000 € en totale exonération de droits de succession. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal en termes de patrimoine financier. À titre de comparaison, c'est même 610 000 €. S'ils étaient placés sur un compte courant au moment du décès, ils généreraient pour les enfants à peu près 114 000 € de droits de succession, en partant du principe que l'abattement de 100 000 € a déjà été consommé avant. Alors ça, c'est effectivement dans le cadre de la transmission. Après, on évoquait juste avant avec Sonia Hemlinger la question de la retraite. On peut finalement verser régulièrement dans sa vie sur une assurance vie et en profiter soi-même pour sa retraite ? Exactement. Il est possible de se créer des revenus complémentaires à la retraite à partir du moment où on a une baisse de salaire et qu'on a la retraite. On peut mettre en place des versements programmés. Et encore plus, après 8 ans, on va bénéficier jusqu'à un certain montant de cette fameuse exonération fiscale. Pareil, si on doit prendre un petit exemple, je vais prendre l'exemple d'une personne mariée qui a une assurance vie qui a plus de 8 ans. On va dire que sur cette assurance vie, elle a atteint un capital total de 600 000 €, décomposé entre 500 000 € de versements qui ont été réalisés pendant la durée de vie. Et cette assurance vie de 500 000 €, elle a généré 100 000 € d'intérêt, de plus-value. Donc on arrive à une enveloppe totale de 600 000 €. Cette personne, elle va pouvoir retirer jusqu'à 55 200 € par an sans payer d'impôt sur la plus-value. Parce que le prorata d'intérêt sur cette somme se situe en dessous de nos fameux 9 200 € d'abattement, ce qui constitue un complément de revenu plutôt confortable. Allez, on termine avec une petite question tordue, parce que parfois, il faut savoir avoir l'esprit un peu tordu. On a dit qu'on pouvait organiser sa transmission de capital. Si on souhaite déshériter un de ses héritiers, est-ce que l'assurance vie peut être considérée ? Alors en France, par principe, on n'a pas le droit de déshériter. Ben oui. On n'a pas le droit. Donc là, l'assurance vie ne sert à rien ? L'assurance vie, justement, encore un objectif de plus qui peut être atteint. Chacun fait ce qu'il veut. Quand on met un bénéficiaire, on peut mettre qui on veut. Son fils, son voisin, son coiffeur. Et cette assurance vie lui reviendra. Avec les mêmes avantages. Avec les mêmes avantages. Notre fameux abattement de 152 500 €. À titre d'exemple, un des exemples les plus médiatisés, si je veux en prendre un, les assurances vie de Liliane Bettencourt, qui se comptaient en plusieurs centaines de millions, dont certaines étaient, le bénéficiaire était Monsieur Bagné, son fameux photographe, où justement il y a eu pas mal de polémiques. Ouais. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci. Yann Defloren et Modo Patrimoine. À très bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation, Cédric, et à très bientôt, je l'espère. Merci de continuer à nous suivre sur Radio Patrimoine. On est au cœur de Patrimoine. Et dans Cœur de Patrimoine, des conseils également, bien évidemment. Beaucoup de conseils, notamment fiscaux aujourd'hui, puisque si vous l'avez pas déjà fait, bien notez que le 11 avril prochain s'ouvrira la campagne de déclaration de vos impôts, campagne 2024 sur les revenus 2023. Et c'est toujours sympathique de se plonger dans ce que nous réserve l'administration fiscale pour voir s'il y a des surprises, des points d'attention particuliers à relever au moment de déclarer donc ces revenus. Et pour nous guider, un expert, un des meilleurs, Jérôme Barré, bonjour. Bonjour Cédric. Merci d'être présent sur Radio Patrimoine. Pour le cabinet Yard, ça y est, ça va y être, on va dire, c'est lancé cette saison 2024. Vous avez déjà tout dit, jeudi c'est l'ouverture des hostilités si je puis dire, et depuis déjà plusieurs jours et jusqu'à la fin du mois d'avril, en principe vous allez recevoir les documents préimprimés, justement pour pouvoir répondre aux questions de l'administration, impôt sur le revenu et puis des éléments sur l'IFI pour ceux qui
qui y participent. Alors, le principe, c'est que la télédéclaration, c'est ce que l'on doit faire, c'est-à-dire avoir chez soi un ordinateur qui permet de répondre. On pourra toujours répondre par papier, sur le papier, mais c'est pas la règle, et c'est pas la règle que le législateur veut mettre en place. Il faut être ou très vieux, ou primo-déclarant, ou justifier du fait que pour une raison ou pour une autre, on n'a pas accès à Internet, c'est ça ? Très vieux sûrement, je fais attention et il faudra que je me rase la prochaine fois. Mais, et puis, alors, soit on arrive de l'étranger, et puis on arrive en France, on n'a rien, ou alors on rentre dans l'arène des nouveaux déclarants, et à ce moment-là, vous devez effectivement fournir les informations, parce qu'on n'a pas de numéro de télédéclarant, de sociétaire, diraient les assurances mutuelles. Et donc à ce moment-là, vous devez passer par le papier. Bon, voilà. Comme chaque année, il y a un calendrier à retenir, c'est ça ? Il y a un calendrier. Toujours les numéros de département qui comptent. Voilà, vous avez de l'Ain jusqu'à la Corrèze, je lis mes petites notes, jusqu'au 23 mai. Le 30 mai pour la Corse à la Meurthe-et-Moselle. Ensuite, le 6 juin de la Meuse au Val d'Oise, et y compris les DOM-TOM. Donc, et ce qu'il faut savoir également, c'est que si vous remplissez une déclaration papier, vous êtes un peu plus tôt, puisque vous êtes le 21 mai, c'est même avant, pour ne pas encombrer le système, si je puis dire, parce qu'il y aura un traitement papier avant le 23 mai. Et tout ceci doit avoir lieu avant minuit. Le principe, c'est que si vous ne déclarez pas à temps et à l'heure, vous pouvez avoir 10% de pénalité de retard pour défaut de déclaration, retard de déclaration. Alors, ces derniers mois, enfin ces dernières années même, on peut dire, il y a eu une prise en compte de l'inflation. Ça va être le cas encore cette année pour soulager un petit peu ? C'est la deuxième année. Alors, c'est contre-intuitif parce qu'on a l'impression qu'on augmente les tranches et qu'on fait rentrer plus de gens, ou de contribuables, dans la cellule taxable. Mais en fait, c'est le contraire. L'année dernière, on avait tenu compte de l'inflation à hauteur de 5,4%. Cette année, c'est 4,8%, ce qui veut dire que si les entreprises, à la demande des salariés, ont pu augmenter les salaires pour leurs troupes, eh bien, l'augmentation ne va pas forcément, dans la limite qu'on a évoquée, 5,4 pour l'année dernière et 4,8 pour cette année, eh bien, ces personnes ne verront pas leur impôt augmenter, voire elles ne rentreront pas dans les tranches dans lesquelles elles ne voulaient pas rentrer, ce qui est quand même plutôt favorable. Ce qui fait que pour plusieurs années, c'est 10,20%. C'est quand même pas mal. C'est pas neutre. C'est pas neutre. Bon, ça, c'est pour le barème, comme on dit. Est-ce qu'il y a des ajustements sur d'autres taxes ? Alors non, il n'y a pas d'ajustement pour l'IFI. Si les ajustements que l'on verra probablement, c'est sur les taxes locales, puisque vous savez qu'elles ont fortement augmenté ces dernières années, et on craint que cette année, il y ait encore des augmentations pour diverses raisons, soit parce qu'on vous ait rattrapé, la patrouille vous a rattrapé pour des sujets que vous n'auriez pas déclarés, soit parce que les municipalités, les communes ont besoin de trésorerie. Bon, on parlait des ajustements sur les seuils, sur les cadres, sur les taxes. On aura peut-être l'occasion justement un jour de gloser un petit peu sur les différents plafonds fiscaux qui n'ont pas été augmentés. On pourrait notamment parler des 152 500 € de l'assurance vie qui commence à sérieusement dater. Mais bon, là, c'est un autre sujet. Est-ce qu'il y a des nouveautés, Jérôme, en matière de revenus professionnels cette année ? Alors, sur les revenus professionnels, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a eu un clash ou un manque ou un raté sur la reformulation d'Airbnb qui était jugée une pépite. Et le législateur a voulu, à l'origine, favoriser, enfin du moins orienter ce régime d'une façon différente. Et finalement, la loi est venue écraser tout ce qu'il y avait. Donc le gouvernement a pris une mesure intermédiaire. Et si vous êtes dans le cas de propriétaires qui disposent de meublés touristiques classés non professionnels, déclarant au micro-BIC, et à condition que ceci soit dans des zones marquées par des zones non tendues entre l'offre et la demande, et donc si votre chiffre d'affaires est inférieur à 15 000 €, vous aurez droit à un abattement forfaitaire de 92%, alors que sinon l'abattement forfaitaire est de 71%. Et justement, ce qu'avait voulu le législateur, c'était le ramener à 50% comme de manière ordinaire. Donc aujourd'hui, profitons-en et regardez bien dans quelle situation vous vous situez. Donc ça, c'est pour les locations meublées. Enfin, c'est pour les locations meublées. Touristiques, quoi. Exactement. Airbnb et Britel. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres modifications en matière professionnelle ? Le deuxième sujet, c'est que lorsque vous étiez indépendant, et dans le passé, il y a très longtemps, avant que notre présidente de la BCE intervienne, Madame Lagarde, eh bien, quand vous étiez professionnel, vous deviez passer par une association de gestion agréée ou un centre de gestion agréé, selon que vous étiez un indépendant ou une entreprise, un artisan. Et si vous ne recouriez pas à ce mécanisme, en fait, vous étiez imposé sur 100% de vos revenus.
ce qui était logique d'une certaine façon. Mais ce qu'on voulait, c'était valider un chemin qui permettait de démontrer qu'il y ait un filtre et que ce filtre puisse donner des fruits sur le plan fiscal, c'est-à-dire qu'on regardait paisiblement votre déclaration préalablement. Madame Lagarde a changé le système et le système est devenu que lorsque vous n'aviez pas déclaré, vous n'étiez pas passé par une association de gestion agréée, la taxation n'était pas sur une base 100, moins 20%, mais était sur une base 100, plus 25%. C'est-à-dire que si vous vouliez éviter les 25%, il fallait passer par une association à centre de gestion agréée. Alors, la plupart du temps, chacun le faisait, c'est pas des coûts gigantesques, et c'était une véritable aide comptable et juridique sur un certain nombre de points, surtout comptable et fiscal. Mais la question se posait pour les personnes qui pensaient être en déficit, qui subissent éventuellement un redressement et qui se retrouvent de l'autre côté de la barrière. Donc, à partir de cette année, ce mécanisme a été échangé. Et donc, on n'a pas besoin de passer par une association de gestion ou un centre de gestion agréé pour éviter cette surtaxe, si je puis dire, en base de 25%. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas passer par une association ou un centre de gestion agréé qui, pour des prix relativement modiques, vous aide quand même à orienter votre déclaration, mais vous n'avez plus besoin, vous ne serez pas sanctionné, si je puis dire, par ça. Parmi nos auditeurs, nos téléspectateurs, peut-être y en a-t-il qui ont décidé de céder au chant des sirènes des cryptos. Et on sait qu'il y a eu pas mal de mouvements sur la fiscalité, sur la façon dont Bercy, finalement, lorgne ces crypto-monnaies. Alors, il faut demander à vos enfants, parce que c'est surtout les jeunes, les très jeunes, qui si je puis dire, sont attirés par les crypto-monnaies et qui d'ailleurs s'enrichissent. Et c'est pas quelque chose d'anodin. Et donc, pendant longtemps, on s'est demandé ce que c'était que les crypto-monnaies. Maintenant, ça y est, on le sait, et on est capable de dire, enfin, on le sait, on croit le savoir, mais je pense qu'on le sait sur le plan fiscal, et on est capable de dire maintenant que les crypto-monnaies vont être taxées aux plus-values au taux normal, c'est-à-dire à 12,8, plus la CSG 17,2, ce qui veut dire qu'on sera bien au taux, à la flat tax de 30%. La particularité aussi, c'est que si vous êtes dans un régime de gain en capital, de plus-value, vous pouvez aussi, et ça c'est nouveau pour les crypto-monnaies, opter pour le régime de l'impôt sur le revenu pour la fraction des 12,8. Ce qui veut dire que votre tranche marginale d'impôt sera inférieure à 12,8 pour que ce soit intéressant, d'une part. Et d'autre part, il faut voir que cette option, si vous la prenez en principe, elle est valable pour tous les engagements que vous avez en matière de gain en capital. Donc il faut être prudent. On rappelle que les cryptos, c'est taxé à partir du moment où on revient en euros. Si vous avez des bitcoins et que vous décidez de les vendre pour acheter des Ethers, vous n'êtes pas taxé. C'est qu'au moment où on revient en euros. Parfaitement. Si vous restez sur la même nature Donc les parents ne prennent pas peur en voyant les gamins faire des allers-retours entre les différentes tant que vous jouez sur le même terrain, ça ne change pas. C'est le moment où vous sortez du terrain et que vous passez au vestiaire que là, on va venir vous taxer. Allez, nous, on change de terrain et on parle de revenus fonciers. Qu'est-ce qui se passe cette année ? Alors, sur les revenus fonciers, vous vous souvenez également qu'on a la possibilité, quand on a un déficit et que ce déficit n'est pas dû aux intérêts d'emprunt, notamment déficit sur travaux, d'imputer une fraction de ce déficit sur votre revenu global. C'est 10 700 euros par an. Ce qui veut dire que si vous avez un déficit qui dépasse ces 10 700 euros, ce déficit ne sera reportable non pas sur du revenu global, mais sur des revenus de même nature pour les années à venir pendant 10 ans. Cette année, à cause des problèmes d'énergie et du fait qu'on veut favoriser des travaux pour supprimer ces passoires thermiques ou dites thermiques, eh bien, on augmente la fraction qui va être imputable sur le revenu global et on la passe de 10 700 à 21 400, ce qui doit être à peu près le double, si je sais à peu près compter. Tout à fait ça. Et donc, cette augmentation, elle va concerner uniquement les travaux de rénovation énergétique. Mais c'est quand même considérable parce que ça s'impute sur le revenu global. Donc, ça vient diminuer votre base taxable. Si plus vous êtes taxé de manière élevée, et plus évidemment, cette augmentation va favoriser votre fiscalité. J'imagine qu'il y a des dates qui comptent dans ce Voilà, donc c'est pour les devis ou les travaux entre le 5 novembre 2022 et les paiements effectués entre le 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2025, ce qui est assez court, donc il ne faut pas perdre de temps. Quoi de neuf du côté des réductions et crédits d'impôt ? Il y a des choses à noter ou pas ? Alors, des petites choses à noter dont on avait parlé, c'est-à-dire la réduction, si je puis dire, Coluche, la réduction d'impôt dite Coluche, qui était de 75% limitée à 1 000 euros. Et également, on s'aperçoit qu'on a un patrimoine religieux qui est assez pléthorique, et donc on veut favoriser... et en pas très bon état. Et qui n'est
pas en très bon état. Et donc, on augmente de 66 à 75% la possibilité d'avoir cette réduction d'impôt. Et également, donc, entre 2023 et jusqu'en 2025, ce sera peut-être reporté jusqu'au 31 décembre 2025, jusqu'à un maximum de 1 000 € par an. Enfin, on a aussi, c'est très anecdotique, mais quand même, ça donne une tendance, c'est que on a augmenté les coûts d'achat et d'installation des bornes de rechange. Donc, pour ça, on a voulu proroger un système et on a un montant maximum de crédit d'impôt qui augmente, qui passe de 300 à 500 € par borne de recharge, mais qui se limite désormais à des bornes de recharge qui sont pilotables à distance uniquement, pas celles que vous avez chez vous et que vous démarrez avec votre petite main. On a l'habitude maintenant du prélèvement à la source. Ça y est, c'est rodé, c'est bien, il y a des changements. Alors, il y a des changements parce que vous vous souvenez que la difficulté, c'était d'avoir souvent la partie financièrement la plus solide qui payait l'impôt et financièrement la plus faible, le conjoint qui était le plus faible, qui ne payait pas l'impôt. Et puis finalement, tout ça est venu bouleverser le système et il a été difficile d'avoir des taux individualisé, il fallait travailler dessus. Donc le principe maintenant, c'est que le prélèvement à la source sera sur les taux individualisés pour chaque conjoint par défaut, à moins que ceux-ci ne choisissent un taux moyen et de conserver le taux moyen qu'ils avaient pour leur foyer fiscal. Bon, ça va encore faire des cases à cocher ou à décocher. Ça va encore faire des petits sujets dans tous les sens, effectivement. La grande nouveauté de la fois d'avant, c'était la déclaration des biens immobiliers. Et on se souvient qu'il y avait eu des ratés, des questions, des surprises. J'imagine que c'est reconduit. Est-ce qu'il y a toujours des surprises? Alors là, le principe aussi, c'était de déclarer les éléments relatifs à sa résidence principale, et c'était de fournir un descriptif précis pour les taxes d'habitation, notamment maintenant pour les taxes d'habitation des maisons secondaires, puisqu'en principe, pour la résidence principale, ça n'existe plus, et donc d'indiquer les caractéristiques précise des biens immobiliers des propriétaires. Le but, c'est d'avoir la surface au sol, les piscines, l'abri de jardin, et on sait que l'administration a déployé des éléments pour retrouver ça, et notamment, elle a utilisé Géoportail pour retrouver... Oui, c'est des vols de drones, etc. Alors, oui, mais Géoportail, c'est extrêmement simple, je vous envisage... Et alors, vous regardez, parce que vous avez Géoportail, mais vous avez aussi le cadastre. Donc, si vous mixez le cadastre et Géoportail, vous pouvez voir ce qui a été déclaré de ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est très intéressant. L'administration s'en sert évidemment très vite. Alors, pour cette année, on a fixé une échéance au 1er juillet 2024 qui concerne les propriétaires dont les biens ont connu un changement. S'il n'y a pas de changement, on ne fait rien. On ne touche à rien. Dans l'état d'occupation, dans leur substance, ou en cas de location, si les locataires ont été renouvelés. En fait, tout ce qui va affecter le changement de biens va supposer que le 1er janvier, vous serviez cette déclaration au 1er janvier 2024. Et tout se fait sur son espace numérique ou là encore, certains peuvent s'en sortir avec du papier? Le principe, c'est l'espace numérique, mais comme il y a eu justement beaucoup de bugs, eh bien, cette année, on aura quand même le droit d'aller prendre une feuille papier pour pouvoir remplir ce formulaire et qui sera disponible directement auprès des centres des finances publiques. Bon, on termine avec l'avis de l'expert. Qu'est-ce que vous en pensez de ce cru 2024? C'est un cru finalement assez câble. Il y a des signes. Ce qui a été sur l'inflation, on va quand même pas dire que c'est mal, c'est très très bien. Et c'est pour une population importante, c'est non négligeable et c'est un signe. On aura toujours quelques petits soucis avec les déclarations immobilières. On peut regretter, vous en parliez tout à l'heure, que certains taux n'aient pas été augmentés, mais qui ne concernent pas l'impôt sur le revenu, mais en matière de donation, de succession et de durée. Ce qu'on dira également, c'est que l'administration continuera à déployer, que ce soit le data mining, que ce soit des recherches. Et déjà, la déclaration, c'est un bon indice. C'est-à-dire que quand vous remplissez votre déclaration, vous le voyez bien, si vous ne remplissez pas la bonne case, on refuse la page suivante, ou on refuse la quête suivante. Donc déjà, vous rentrez dans une forme de contrôle qui est un contrôle numérique. On se fait guider, enfin contrôler mais guider aussi. Hein. Mais c'est une forme de contrôle finalement, parce que le système est déclaratif, mais il est déclaratif encadré maintenant, alors qu'avant il était déclaratif pur, si je peux dire, comme le nominatif du même nom. Et dernier point, prenons garde à ce que, et on le fait tous, c'est pas la dernière minute qu'il faut remplir sa déclaration, parce que là, c'est l'encombrement. Et même avec un chausse-pied, vous risquez de rater des échéances. Alors, l'administration, elle n'est pas forcément mauvaise mère dans ces cas-là. Mais si vous êtes coutumier du fait tous les ans, elle viendra vous le dire, et ça, c'est pas forcément très agréable. C'est sûr qu'il faut mieux tout de suite jouer franc jeu. Si on a eu un pépin, on le dit, voilà, j'ai validé à 8h et pas du matin et pas à minuit parce que ça buguait. Et de toute façon, ils le savent. Et si c'est la première fois, ils sauront... être attentif. Ce qu'on remarque aussi, c'est que si vous déclarez dès à présent, dès le 11,
c'est-à-dire jeudi, et que vous avez une modification à faire, ou même si vous n'avez pas de modification et qu'il manque un élément, l'administration vous répond extrêmement vite, avant même que vous ayez écoulé la période de temps qui était celle de votre période. Si on a un doute, on peut le faire tout de suite, poser une question. Voilà, et l'administration, pas forcément si vous avez un doute, d'ailleurs, simplement remplir la déclaration, et l'administration revient très vite sur vous, même si vous avez encore du temps pour rectifier votre déclaration, puisque vous savez, cette année, on pouvait rectifier sa déclaration jusqu'au mois d'octobre 2023, enfin l'année dernière. Donc là aussi, après la date de clôture, si vous voulez dire. Voilà, et là encore, si vous le faites avant la date de clôture, l'administration aussi réagit très vite, ce qui veut dire que, de mon point de vue, et je ne suis pas le seul à le penser, donc je ne suis pas un grand clerc, mais l'administration, avec le data mining, avec tous les éléments digitaux dont elle peut réagir en temps réel, si je puis dire, très rapidement. Merci beaucoup, Jérôme. Jérôme Barré, le cabinet Yards, qui vous accompagnait pour cette déclaration d'impôt qui débute donc dans quelques heures maintenant. Merci beaucoup, Jérôme, d'être venu dans cette première de Cœur de Patrimoine. Cœur de Patrimoine, votre désormais rendez-vous hebdomadaire sur Radio Patrimoine. Et on se retrouve bien évidemment dès la semaine prochaine. Bonne journée. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.